Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, c'est l'une des dernières vidéos de l'année dans laquelle je vais revenir sur mes meilleures lectures de cette année 2021. Vous allez voir, j'ai sélectionné vraiment les lectures pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur, que je vous recommande à 100%. Et ce sont des lectures qui resteront gravées longtemps dans ma mémoire parce que soit j'ai trouvé l'écriture sublime, soit vraiment l'intrigue des personnages m'ont happé. Et ce sont des lectures, je pense, que je referai plus tard. J'ai sélectionné une dizaine de lectures, j'aurais pu vous présenter plus de livres. Vous comprenez bien que c'est quand même compliqué de faire un top des meilleures lectures de 2021. J'aurais pu facilement doubler, j'aurais pu vous présenter une trentaine de livres. Le but c'est pas de faire une vidéo à rallonge, le but c'est vraiment de vous montrer uniquement mes coups de cœur. Et je vous ai classé ça, donc on va commencer par tout ce qui est littérature dite blanche. J'ai aussi, vous allez voir, 2 polars. Et je vais terminer par tout ce qui est littérature, donc fantasy, fantastique, science-fiction. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai le soleil en fait le matin, et nous sommes le matin, vous le devinez. Donc je commence par la littérature blanche. Je vais pas forcément revenir sur... je vais vous dire pourquoi tous ces livres-là m'ont marqué. Le premier livre que je vous recommande à 100%, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. C'est paru chez Point en poche. C'est un livre que j'ai adoré, qui m'a marqué pour le personnage. Je regarde chez qui il était... C'était au Seuil. Il est paru en 2020 au Seuil en grand format. J'ai adoré le personnage de Kia, qui est une petite fille qui est élevée par des parents un peu étranges dans un marais. On est en Caroline du Nord. Et presque du jour au lendemain, cette gamine va se retrouver toute seule à devoir survivre. C'est le récit d'une gamine qui se débrouille seule. C'est une ode à la nature. Il y a une intrigue. Il y a une petite intrigue, une petite intrigue policière aussi, où on a à la fin le dernier mot de l'histoire. Ça, j'ai adoré. J'ai adoré Kia, j'ai adoré, on était dans les marais avec cette gamine débrouillarde, qui est en osmose avec la nature, avec les animaux, avec les plantes. C'était superbe, je ne peux que vous recommander ce livre. Passez quand même les 50 premières pages, 100 premières pages, parce que on a beaucoup de descriptions de la nature. Et je vous assure, ce n'est pas que ça. C'est oui, il y a la nature, mais il y a de l'intrigue policière. Il y a le personnage de Kia qui est inoubliable. Allez-y, foncez sur ce roman qui est vraiment magnifique et qui m'a tiré des larmes. Ensuite, je vous conseille également à 100% dans un tout autre registre, Miniaturiste de Jessie Burton, c'est aux éditions Folio. C'est un livre qui est sorti il y a quand même un petit moment, je l'ai seulement lu cette année, et alors quel livre! Ici nous sommes au XVIIe siècle à Amsterdam, et on va suivre Johannes Brandt, qui est un homme d'âge mûr qui fait du commerce. Vous savez que les Hollandais se sont beaucoup enrichis en faisant notamment du commerce avec la route de la soie. Et le seul défaut de Johannes, c'est qu'il est célibataire. Il a une quarantaine d'années, il est célibataire. Donc on essaie de lui trouver une épouse. Il se marie avec Nella. Oui, c'est ça. Il se marie avec Nella, qui est une gamine qui a 17-18 ans, qui arrive de sa campagne, qui va arriver dans cette maison bourgeoise, cossue, et qui va se rendre compte que son mari lui cache bien des choses. Alors, ce que j'ai adoré, c'est qu'on est au XVIIe siècle, à Amsterdam, on est dans une maison bourgeoise, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a une contradiction entre ce que la religion dit de faire, la religion dit de vivre très, comment dire, chichement, ne pas étaler ses richesses, mais en même temps on est un commerçant, il faut montrer que les affaires marchent bien, donc on a une belle maison, on a de beaux vêtements, on a même des serviteurs. J'ai adoré tout ce contraste. Et alors, il y a une tension dans ce livre, parce qu'à un moment donné, il y a une révélation à laquelle je m'attendais plus ou moins, mais pas qu'elle soit révélée de cette manière. Et Nella, qui est une jeune fille complètement naïve, complètement candide, qui arrive de sa campagne, va prendre une décision. Et alors, ça monte, il y a une tension jusqu'au bout, avec toute cette hypocrisie liée à la religion,
cette gamine qui finalement va porter toute l'histoire sur ses épaules. Allez-y, foncez, l'écriture est en plus sublime, la traduction est géniale, foncez pour Miniaturiste. Je vous recommande également un livre, là encore pas évident, mais qui m'a marqué et qui me marquera durablement et qui fait écho en plus à l'actualité. Il s'agit de Il n'est pire aveugle de John Boyne, c'est aux éditions J.C. Lattès. Un roman qui se déroule en Irlande de nos jours, enfin qui commence dans les années 50 je crois. Je sais plus en quelle année il naît. Ouais, ça soit dans les années 60, 50. Alors on va suivre en fait Audran qui est prêtre en Irlande et on va faire donc la construction narrative et fait des allers-retours quand Audran est jeune, puis quand il entre au séminaire, puis en 2001 quand il est plus âgé, puis on revient dans le passé. Donc faut suivre un peu cette narration qui est un peu biscornue sous forme de puzzle. Et c'est incroyablement fort comme lecture parce qu'en fait ce livre va parler de la pédophilie dans l'église catholique avec Audran qui va être touché de plein fouet puisque lui c'est un prêtre, il embrasse la religion alors de manière un peu étrange, je vous laisse découvrir ça dans le livre, mais ce qui est super intéressant dans ce bouquin, c'est qu'en fait il se passe plein de choses sous les yeux d'Audran qui est un... Alors lui c'est un prêtre qui n'est pas pédophile du tout, hein, qui a vraiment la foi, mais en fait il va se passer plein de choses dans sa paroisse, dans son église, et il ne voit rien, et tout ça lui éclate à la figure, et c'est une dénonciation de tout ce qui a été fait, ça fait plus d'un siècle dans l'église catholique, où en fait au lieu de traiter ces prêtres qui étaient complètement malades, de trouver une solution, de les condamner, on les déplaçait de paroisse en paroisse pour mettre un peu la poussière sous le tapis et pour ne pas dire qu'il se passait des choses dans l'église catholique. Il n'y a pas de scène décrite, on suggère certaines choses, il n'y a pas de scène de pédophilie, je vous rassure, tout est suggéré, mais c'est d'une force où nous on est lecteurs, on voit les choses qui se déroulent sous nos yeux, on se dit mais c'est pas possible quoi, Audran bouge, regarde ce qui se passe. Et on est complètement impuissant, on se sent impuissant, tous ces gamins qui ont été massacrés, tous ces prêtres aussi qu'on a finalement muselés, qu'on n'a pas condamnés, toute l'hypocrisie qui vient du Vatican, c'était incroyable. Lisez ce bouquin, parce qu'au regard de ce qui s'est passé récemment en France, avec le rapport Sauvé, c'est hyper éclairant et c'est d'une force incroyable. L'écriture de John Boyne est incroyable. J'ai encore un livre de lui dans ma palle et je le sortirai, c'est sûr, je le sortirai en 2022 parce que c'est un auteur vraiment à suivre. Claque monumentale. Et je pense que vous serez nombreux à être d'accord avec moi. Lorsque le dernier arbre de Michael Christie aux éditions Albin Michel, qui est un livre qui m'a marqué, que je relirai, que je conseille beaucoup. On me demande souvent un livre à offrir, un livre qui marque, je le conseille beaucoup parce que je le trouve vraiment incroyable. On commence en 2038. Il y a eu ce qui devait arriver, le climat est complètement déréglé, tous les arbres ont crevé en gros. Sauf à un endroit aux États-Unis, sur une petite île, alors je sais plus exactement où c'est, en Colombie-Britannique, voilà, où on a une espèce de réserve d'arbres, où de riches américains, de riches européens viennent faire une cure d'oxygène au milieu de ces arbres qui sont centenaires. Et dans ce refuge pour arbres, on va suivre Jacinda, je ne sais pas comment ça se prononce. Et un jour Jacinda va recevoir la visite d'un avocat qui va lui dire qu'il a retrouvé en fait son héritage. Et on va repartir, donc on commence en 2038, et on va aller à rebours, et on va repartir en 2008, puis en 1974, puis en 1934, puis en 1908, et puis on va revenir ensuite, on va retourner de manière chronologique 34, 74, 2008, 2038. Bref, on va savoir d'où vient Jacinda, et on part sur une histoire, une saga familiale tout simplement incroyable, avec en filigrane toujours
cette allusion faite aux arbres, faite à l'héritage qu'on a au fond de soi. Jacinda, elle va comprendre qu'elle vient d'une famille liée aux arbres. On est dans des secrets de famille. Je ne peux pas vous en dire plus. Lisez ce livre, vous ne pourrez pas le lâcher. Faut passer le premier chapitre qui se déroule en 2038, qui pose simplement les choses. Et alors dès qu'on arrive en 2008, puis qu'on repart dans le passé, mais c'était incroyable. On va suivre la descendance de Harris Greenwood. C'était trop bien, c'était génial, c'était... Allez-y, franchement, c'est un livre qui, quand j'en parle, qui m'émeut encore, parce qu'on va avoir un personnage masculin qui est vraiment fabuleux. On repart dans le passé de cette gamine, c'était super. Allez-y, foncez, franchement, vous ne serez pas déçus. Je continue, il m'en reste encore 2 en littérature blanche. J'ai adoré cet été Un été à Nantucket de Hélène Hildebrand, c'est aux éditions Les Escales. Qu'est-ce que j'ai aimé ce bouquin qui parle de famille, de secrets de famille, qui parle de sororité, qui parle d'évolution des mœurs. C'était vraiment super bien. On va suivre, donc on est en 1969, très important cette date. On va suivre sur l'île de Nantucket, qui est une île où vont les riches new-yorkais. On va suivre une famille et on va suivre 4 filles de la même famille, la famille Levin. On va suivre Kirby, alors on va suivre, alors attendez, c'est parce que j'ai plus les noms en tête, je sais plus comment s'appelle la mère. On va suivre la mère de cette fratrie. On va suivre Blair, qui est l'aînée, qui est enceinte de jumeaux. On va suivre Kirby, la cadette, qui elle s'engage complètement dans les droits civiques, qui s'engage pour les droits des femmes. Et on va suivre la petite qui s'appelle Jessie, qui elle va se retrouver coincée sur cette île avec d'un côté sa grand-mère, de l'autre côté sa mère, alors que ses sœurs font un peu leur vie. Et en fait, à travers ces 4 femmes, on suit l'évolution des mœurs aux États-Unis. Alors la mère qui a fait un mariage, deux mariages d'ailleurs, qui ont complètement, un mariage qui a complètement échoué, qui est encore très soumis aux hommes, qui pense en fait à sa réputation. Blair, l'aînée, donc qui est enceinte, qui vient de se marier, qui en fait imaginait une vie de femme mariée qui n'est pas du tout ce qu'elle imaginait finalement. Kirby, la cadette, qui elle va faire sa vie complètement indépendante, une femme qui prend le virage de ces années 60, ces années 70. On est vraiment dans cette mouvance, on sent qu'il va y avoir Woodstock, etc. J'ai adoré suivre cette gamine. Et Jessie qui va se retrouver, elle, face à un prédateur sexuel à un moment donné. Je ne vous en dirai pas plus, mais en fait, ce roman concentre à lui seul un tournant de l'histoire, dans l'histoire des femmes. Et on voit que les choses ont changé, ont commencé à changer avec ces femmes qui se sont révélées finalement des femmes fortes. Les choses ont commencé à changer dans ces années 60, fin 60, 70, où les choses ont quand même évolué. C'était vraiment super. Les chapitres alternent en fait entre les 4 points de vue féminins. Et je me suis régalée. Allez-y parce que c'était vraiment top. Je termine littérature blanche avec une énorme pavasse. Notre part de nuit de Mariana Enriquez aux éditions du Sous-sol, qui est un livre incroyablement déjà long. Il fait pas 1000 pages, hein, il fait 800 pages. Incroyablement complexe et à la fois incroyablement facile à lire. On suit un père et son fils à travers l'Argentine. Le père veut absolument sauver son fils parce que tous deux ont des pouvoirs, ce sont des médiums. Ils arrivent à contacter des genres de ténèbres qui donnent du pouvoir en fait, et en fait ils sont poursuivis par une secte cette secte veut leur pouvoir, et donc comment s'appelle-t-il le père? Je ne sais plus, c'est un truc de fou, j'oublie. Le fils c'est Gaspard, le père c'est Juan, je crois. Qui en fait lui ne veut pas de cette vie pour son fils parce qu'il s'aperçoit que son fils a les mêmes pouvoirs, et donc il veut que son fils échappe à cette secte. On va les suivre à travers l'histoire de l'Argentine. On va glisser, alors c'est pareil, il y a des chapitres où on va revenir dans le passé du père,
Puis on va accélérer la chronologie, aller dans le futur avec le fils, avec Gaspard, ce qu'il devient. Ce père dont on ne comprend pas toujours les choix, qui sont souvent des choix violents, mais en fait qui sont des choix qu'il fait parce qu'il veut absolument sauver son fils. Voilà, si vous avez le courage de vous attaquer à cette bricasse, vous ne serez pas déçus. C'est hyper simple à lire, dans le sens où c'est fluide, il n'y a pas de difficulté. C'est une histoire d'amour entre un père et son fils, une histoire de jusqu'où on peut aller quand on est parent pour sauver son enfant. C'était beau. Attention, il y a un peu de fantastique quand même, donc il faut être ouvert à ça, à une dimension un peu fantastique. Mais je ne peux que vous conseiller ce bouquin encore une fois. Je passe cette fois-ci aux 2 polars. Alors bien sûr, il y a plus que 2 polars qui m'ont plu cette année, mais ça, ce sont vraiment des livres que je peux vous conseiller et que j'ai adoré. Le premier, c'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et de Christian Niemek. C'est aux éditions du Cherche-Midi. C'est un livre, donc vous l'avez compris, qui se déroule pendant la ségrégation raciale aux États-Unis en Alabama. On va suivre un flic, alors non, c'est un détective privé, complètement alcoolique, raciste, misogyne, tout ce que vous voulez, à qui on confie une affaire puisqu'on a retrouvé le corps d'une gamine noire tuée, violée plutôt, et étranglée. Et il n'y a que lui en fait pour s'occuper parce que la police clairement enquêtait sur le viol et l'assassinat d'une fille noire à l'époque, ça ne l'intéresse pas. Donc par dépit, les parents vont chercher ce détective privé qui accepte parce qu'en fait il n'a pas le choix, il n'a plus de fric. Et il va faire drôle d'équipe avec Adela Cobb qui est sa femme de ménage noire. C'est fabuleux parce que d'abord c'est toute l'histoire des États-Unis concentrée, donc de la ségrégation américaine concentrée dans ce livre. C'est l'histoire de cet homme blanc qui va peut-être finalement devoir changer d'avis sur la condition des Noirs aux États-Unis. C'est toute l'injustice qu'on fait subir aux Noirs, 2 poids 2 mesures. Si ça avait été une gamine blanche qui avait été retrouvée violée et tuée, l'enquête n'aurait pas patiné autant. C'est une histoire d'une femme noire, femme de ménage qui vient d'un milieu pauvre, qui va plus ou moins s'émanciper grâce à cette enquête. Allez-y, c'était vraiment super. Il vient de sortir en poche il n'y a pas très longtemps. Je saurais pas vous dire chez qui, mais allez-y, ça fait vraiment un chouette cadeau pour les fêtes de fin d'année. Et le dernier que je vais vous présenter, alors c'est le seul tome 2 que je vous présente, qui fait un peu... alors je sais que certains vont grincer des dents, parce que c'est pas forcément... Le premier tome n'a pas forcément rempli tous les suffrages, mais je vous le présente quand même parce que moi ça a été un énorme coup de cœur et j'ai pas pu m'arrêter. C'est la suite de 1793, c'est-à-dire 1794 de Niklas Natt Hordag. Ici c'est aux éditions Sonatine, je vous le rappelle, c'est un tome 2. Je pense que vous pouvez le lire de manière indépendante. Après il vous manquera des clés. Mais je pense que ça peut quand même le faire. On est Stockholm 1794. On suit toujours notre personnage de Jean-Michael Cardel, un invalide de guerre à qui il manque un bras, et qui va cette fois-ci enquêter parce que dans une métairie à l'intérieur du pays, une jeune fille a été retrouvée, le corps complètement mutilé. On pense à une attaque de loup. C'était sa nuit de noces. Son jeune mari, pareil, il ne se souvient de rien du tout. Il se passe des choses étranges et on envoie jeune Michael pour enquêter. C'est d'une noirceur sans fin. Franchement, je crois que c'est un des pires livres que j'ai pu lire sur l'âme humaine, la noirceur de l'âme humaine. On repart à un moment donné dans les colonies aux Antilles. C'est glauque, c'est noir, c'est poisseux, c'est tout ce que vous voulez. Quand vous lisez ça, vous êtes mal à l'aise. J'ai adoré, c'était vraiment super. Parallèlement, on retrouve un personnage du tome 1 qui va évoluer. Il y a une scène d'accouchement dans les bois, je vous dis pas, c'est hyper glauque. Mais franchement, c'était incroyable. Découvrez cette saga policière, historique,
1793, je sais que certains vous n'avez pas aimé. Moi, franchement, je n'attends qu'une chose, c'est la fin de la trilogie avec 1795, qui j'espère va paraître bientôt parce que je trouve que c'est d'une puissance évocatrice. Voilà. Et je termine avec ma petite pile de livres coup de cœur, fantastique, fantasy. J'en ai 3 à vous présenter. Je commence bien entendu avec de la fantasy par les maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire. Le retour du hiérophante qui est le tome 2 qui vient de sortir, toujours chez Albin Michel Imaginaire. Je vous présente du coup le tome 1. Foncez sur cette saga de fantasy qui est incroyablement bien ficelée. Je vais pas m'étaler dessus parce que vous l'avez vu pas mal passer dans mes dernières vidéos. On suit Sansia qui est une enlumineuse, c'est-à-dire qu'il lui suffit de toucher les objets. Et les objets, on les a enluminés. C'est-à-dire qu'on leur suggère d'avoir des pouvoirs. Par exemple, moi je sais pas, on suggère... j'ai même pas d'idée. Par exemple, on suggère au mur d'être mou et le mur va devenir mou. On l'enlumine avec... Alors c'est très compliqué, c'est assez complexe à vous expliquer. On va, je sais pas moi, quelque chose de très lourd, on va lui faire penser à l'objet qu'il est très léger, donc il va être facile à transporter, vous voyez. Et Sansia, elle a une particularité, c'est que quand elle touche un objet, elle peut discuter avec ces objets et les convaincre de faire l'inverse de ce qu'ils font. Par exemple, une porte à qui on suggère à cette porte de rester fermée, elle va parler à la porte et la porte va s'ouvrir au bout d'un moment. Et donc cette jeune femme, elle va être recrutée pour voler une mystérieuse clé. Je n'en dirai pas plus, c'était vraiment un système de magie d'abord que je n'avais jamais vu, un personnage de Sansia, une tête à claque que j'ai adoré. C'était vraiment super bien. Allez-y, je vous laisse aller voir mes dernières vidéos. Donc le tome 1, le tome 2 sont sortis, le tome 3 sortirait 2023. Voilà, bon, faut attendre. Robert Jackson Bennett écrit vraiment bien. C'était vraiment super. C'est une saga de fantasy vraiment à suivre. Je voulais aussi vous présenter chez De Saxus un coup de cœur que j'ai eu pour la Dupree de Guenièvre de Kirsten White. C'est chez De Saxus, c'est le premier tome. Le deuxième tome sort, j'ai vu au mois de décembre. J'ai adoré. Alors, attention, on est dans de la fantasy historique ou on est dans l'univers médiéval et dans l'univers arthurien, puisqu'on va suivre Arthur et ses chevaliers à Camelot et on va suivre la reine Guenièvre qui vient d'arriver, qui vient d'épouser Arthur, et cette reine dissimule bien des secrets. Moi ce que j'ai aimé, alors c'est pas révolutionnaire au niveau du système de fantasy, c'est très classique. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on est dans une histoire de fantasy arthurienne et ça j'ai beaucoup aimé. Parce que moi j'aime tout ce qui touche en fait les chevaliers de la table ronde. Et je trouve qu'elle est hyper forte, Kirsten White, parce qu'elle revisite vraiment les personnages et elle nous laisse entrevoir des personnages qu'on n'attend pas en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc foncez, le tome 2 sort bientôt. Et je me dépêche de terminer avec mon coup de cœur absolu de cette année 2021, qui est à la fois un thriller et qui est à la fois de la science-fiction. Je vous parle bien sûr de Terminus de Tom Sweterlich. Alors, je l'ai aux éditions de Livres de Poche. Il était sorti à la base aux éditions Albin Michel Imaginaire. Et je crois que c'est décidément la lecture qui m'a le plus marquée. C'est un livre que j'ai bouffé en 3 jours. Et en fait, j'y pensais, j'étais obsédée par cette lecture et je n'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. On est dans les années 80. On va suivre... Non, pardon, on est en 1997. On va suivre Shannon Moss, qui est une agence spéciale du NCIS. Et en fait, on a la capacité de vous envoyer, de faire des voyages temporels. Donc, aller dans le passé, aller dans le futur. Et Shannon Moss s'aperçoit que ce qu'on appelle la fin du monde, alors ça porte un nom, ça porte le terminus, je suis idiote. Le terminus, en fait, c'est la fin du monde. Lorsqu'elle fait un voyage dans le temps, elle s'aperçoit que ce terminus, il y a une date en fait, normalement butoir, et en fait ce terminus, la date s'est rapprochée
s'est rapproché. Et donc il s'est passé quelque chose. Et donc Shannon va aller enquêter pour savoir pourquoi cette date de terminus de la fin du monde s'est rapprochée de l'époque actuelle dans laquelle elle vit. C'est incroyable. Elle va enquêter, on est à la fois dans du thriller. Elle va enquêter sur un meurtre abominable, sur une disparition. On est dans de la SF parce qu'elle va enquêter sur ses voyages temporels. Donc attention, c'est pas toujours facile à suivre. Mais qu'est-ce que j'ai adoré. Elle va jusqu'au terminus où on a une scène d'apocalypse. Mais mon Dieu, si ça se termine comme ça, mais c'est terrible. J'ai tout eu, j'ai eu le suspense, j'ai frissonné. J'ai été complètement emportée dans cette lecture qui restera vraiment gravée dans ma mémoire. Je l'ai lu, je crois, au mois d'avril ou au mois de mars. Allez voir sur mon blog ou sur Instagram ma chronique beaucoup plus détaillée. C'est un souffle incroyable et Tom Sawyer-Leach, franchement, je suivrai avec assiduité ce qu'il va publier à l'avenir parce que c'est un auteur super. Voilà. C'en est tout pour cette lecture de mes coups de cœur de 2021. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de les découvrir. S'il y en a que vous avez découvert déjà et que vous avez aimé, ou au contraire que vous êtes passé complètement à côté, hein, ça peut arriver. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien inconditionnel. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de partager, de mettre des commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur. Parfois je suis un peu, pas désabusée, mais parfois je me dis bon, est-ce que ce que je fais ça plaît aux gens, dans le sens, parce que moi mon but c'est juste de transmettre mon amour de la lecture et de vous donner des envies de lecture. Et quand je vois que sur la dernière vidéo vous m'avez dit oui on attend tes coups de cœur, ça me redonne un peu de motivation. Voilà, donc j'espère faire d'aussi bonnes lectures en 2022. En attendant, merci pour tout, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!